Audio Jungle. Sommet de la pyramide du foot depuis une dizaine d'années, l'un a franchi la barre des 700 buts en carrière, l'autre accroche son 6e soulier d'or européen. Cristiano et Messi sont-ils classés dans la famille des légendes du foot mondial? Le sujet nous intéresse. 6 nations pour l'instant qualifiées pour l'Euro 2020, dont l'Italie et l'Espagne. La France, l'Angleterre, l'Allemagne doivent encore patienter. Un derby déséquilibré en outre-Manche, Manchester United-Liverpool pour les nostalgiques des deux écuries les plus huppées du royaume. Nous pesons le calendrier des majeurs dans Plateau Foot. Le thème sportif du jour à découvrir en fin d'émission. Autour du plateau, Franck Nounyama. Salut Franck. Bonjour Angelo, bonjour à toutes et à tous. Comment vous portez-vous? Dieu est grand, ça va, merci. Merci d'être présent. Fifi Assobavi, bonjour, comment ça va? Ça va, bonjour Angelo, je salue le plateau et les auditrices et auditeurs. Ezekiel Ayataï, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à tous. Comment vous portez-vous? Ça va, ça va. En face de vous, il nous a manqué depuis je ne sais pas combien de mois. Il est de retour parmi nous, Roméo Yetor. Hola, Seigneur. Hola Angelo, bonjour à tous. Comment ça va? En forme comme un jeune de 15 ans. Ah oui, ça c'est bien dit. Gildas Caboret est derrière la baie vitrée. La vidéo de l'émission est l'affaire des l'homme à Dovom, à retrouver bien sûr sur radiosportfmtg.com. Je suis Angelo Folique, PFE 591. Ça démarre tout de suite. Alors, on va d'abord s'intéresser, avant de parler de la première ligue, on va d'abord s'intéresser à ces deux monstres du football européen, Fifi Assobavi. Cristiano Ronaldo, la dernière fois, ça lui fait 700 buts en carrière, depuis qu'il a commencé à toucher au ballon. Et de l'autre côté, c'est Lionel Messi qui décroche son 6e soulier d'or. La question, elle est toute simple et directe. Ce sont des légendes du foot aujourd'hui? Clairement, pour moi, ce sont des légendes du football mondial. Et ils sont toujours en activité. On imagine encore ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui dans 2, dans 3 ou dans 4 ans. Ils sont encore capables d'inscrire beaucoup de buts, d'être toujours aussi performants. Et au-delà des 700 buts pour Cristiano Ronaldo et puis du 6e soulier d'or pour Messi, il faut reconnaître tout ce qu'ils ont fait au niveau du ballon d'or avec 5 titres chacun et au niveau des meilleurs joueurs UEFA, FIFA. C'est-à-dire ils n'ont fait qu'enchaîner des titres et puis des performances, des records pratiquement tous les week-ends. Et aujourd'hui, ces deux joueurs-là représentent les meilleurs du football mondial aujourd'hui. Maintenant, dans le passé, on parlera peut-être de Maradona, de Pelé, de Gerd Müller. Voilà, mais moi, par exemple, ce sont des joueurs que je n'ai pas vu évoluer, à part peut-être Zidane. Oui. Je n'ai pas vu Pelé évoluer, même Maradona, moi, je ne l'ai pas vu évoluer. J'ai des informations sur eux. Et donc, c'est difficile pour moi de pouvoir avoir le réel sens de leur qualité. Oui. Et je suis quand même d'accord que si leurs noms sont restés dans l'histoire, c'est qu'ils ont véritablement impacté le monde du football. Mais ce que moi j'ai vu évoluer, franchement, ces deux-là représentent véritablement des légendes. Roméo. Oui, ce sont des icônes du foot international. Messi, Cristiano Ronaldo, heureusement pour ces deux messieurs, qu'ils ont appartenu à une même époque. Oui. Je pense que c'est ce qui a favorisé cette performance monstre des deux joueurs. Messi qui aligne 6 souliers d'or, Cristiano Ronaldo qui a déjà marqué 700 buts. Ça n'arrive pas très souvent. Messi n'a pas encore atteint la barre des 700 buts. Ça veut dire tout simplement. Il y a, je pense, 27 ou 28 buts des 40. La bagatelle de Cristiano et celui de Messi. Alors pour marquer autant de buts, il faut être vraiment efficace. Oui. Ce qui milite également en la faveur de ces deux messieurs, je pense que c'est leur mode de vie. Ce sont des joueurs qui sont conscients de ce qu'ils font et puis ils ne se donnent pas comme ça à des trucs bizarres. Ils sont, on va dire... des joueurs qui s'effacent parfois. Et puis, vous les aimez comme ça? Oui. Des joueurs trop, on peut dire, à l'image de trop propres. Samuel Eto'o ou de Didier Drogba, ce sont des gens qui sont trop simples, mais sur le terrain, on voit qu'ils dégagent une énergie pas possible. Cristiano Ronaldo et Messi, je pense que le monde du football va retenir ce nom pendant longtemps pour qu'un joueur arrive à dépasser ce que les deux joueurs là font actuellement. Oui. Peut-être on va passer des décennies. L'un a 34 ans, Cristiano Ronaldo, et l'autre a 32 ans. Ça veut dire tout simplement que peut-être ils ont encore 5 années pour être
dans le football mondial au sommet. En tout cas, les fans ne sont pas du tout, on peut dire, rassasiés pour l'instant par rapport aux prestations XXL de ces deux stars. Franck Lunyama, on va juste peindre le tableau côté Cristiano Ronaldo. Ça fait 118 buts marqués avec Manchester United, 450 avec le Real Madrid, 32 avec la Juve, 95 avec la sélection et puis 5 buts marqués avec le Sporting, là où il a débuté. Et puis de l'autre côté, c'est Lionel Messi, 6 souliers d'or. La dernière fois, on l'a vu, aligné tout simplement devant lui. Quand vous entendez ces noms, quand vous voyez ces stats-là, quels sont les adjectifs, les superlatifs que vous avez? Non, c'est un peu comme des dieux avec petit d en matière de football. Oui. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, c'est des légendes. S'il y a même des adjectifs qu'on peut trouver qui vont au-delà de légendes. Les comparer à Pelé, à Maradona, ce n'est pas faire fausse route. Bon, c'est pas la même époque. C'est vrai que le football, à l'époque de Pelé, de Maradona, oui, le football n'était pas aussi, on va dire, développé que ça. Je pense que ces deux joueurs dépassent quelque part les légendes Pelé et Maradona, parce que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, c'est inimaginable. Marquer au cours d'une saison 50, voire plus de 50 buts, oui, mais c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont des exemples à suivre, rien à dire, ils vont laisser des traces que j'ai envie de dire peut-être difficile à battre. Donc c'est des hommes qui aujourd'hui permettent de vivre le football comme on va dire quelque chose de très sucré. Le plaisir total. Hein. Le plaisir total. Ils sont en train de donner du plaisir. Vous allez voir, Messi, dès qu'il touche le ballon, il y a des milliers de gens qui vraiment n'arrivent pas à se tenir tranquille dans leur fauteuil. Oui. Lorsque Cristiano Ronaldo marque des buts, ça fait c'est l'hystérie totale. Des foules. Mais c'est tout simplement extraordinaire aujourd'hui. Ils sont des exemples et j'ai envie de dire qu'ils continuent. Et c'est sûr qu'on va en voir encore un peu plus parce que Cristiano a déjà dit qu'il veut jouer jusqu'à 40 ans. C'est possible, hein, Messi, quand on voit la forme du joueur. Encore 6 ans. Voilà. 6 ans, pourquoi pas. Ils sont là pour encore battre des records et des records. Ah oui, Ezekiel, vous voulez dire quelque chose? J'ai l'impression que bon, tout a été dit là. Oui, tout a été dit. Nous sommes des privilégiés. Oui. J'ai bien envie de dire, de voir évoluer. Vous avez connu l'époque de Pelé, Maradona, Gerd Müller et les autres? Pelé, non. Il a marqué plus de 1000 buts, hein, dit-on souvent. Oui, mais... 1000 buts, c'est pas donné à tout le monde, Ezekiel. Revu à la baisse, hein, les 1000 buts de Pelé. Bon, un record plus ou moins critiqué. Voilà. Mais je pense, nous sommes des privilégiés. C'est vrai, j'ai vu Maradona jouer. Mais Messi et Cristiano, ce qu'ils font aujourd'hui, déjà si on prend le record de Cristiano, il faut marquer en moyenne 30 buts par saison. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde, même déjà si... c'est difficile de marquer 15 buts par saison. On a vu... ouais, c'est ça. Mané, la Sadio saison Mané, dernière, oui. Pour nous, c'était une saison extraordinaire. Et ne pas lui donner le ballon d'or, ce serait faire quand même. Alors qu'il n'a même pas atteint 30 buts. Mais pourtant, on dit que c'est une grosse saison. Donc, voir à côté ces messieurs qui arrivent à marquer 30 buts chaque saison, en moyenne, ils sont même allés jusqu'à 50 buts sur une saison. Il faut préciser que des fois, c'est pas coup franc, sur coup de pied arrêté, coup de pied arrêté bien sûr, sur un coup de tête, sur une action individuelle. Il y a toute une panoplie de formes de but. Oui, mais quand on voit les joueurs jouer. Cristiano et Messi, ce sont des joueurs hors normes, tout simplement. Ils ont ce que les autres n'ont pas. À eux tout seuls, ils peuvent changer le cours d'un match. Donc, je pense que c'est du plaisir, c'est du délice de voir ces joueurs évoluer sur le terrain aujourd'hui. 6 souliers d'or pour Messi, oui, avec des passes décisives. Cristiano qui arrive à lui tout seul faire un triplé pour faire gagner son équipe. Oui. Donc, je pense que aujourd'hui, les autres veulent être bien à leur hauteur, mais ils ne peuvent pas parce que c'est pas donné ce qu'ils sont en train de réaliser ces deux messieurs. Donc nous frottons les mains tout simplement. On se dit qu'est-ce qu'on est des privilégiés à vivre cette époque. Donc je crois qu'aujourd'hui on peut dire tout simplement
les superlatifs même manquent pour parler de ces deux joueurs-là, Messi et Cristiano Ronaldo. On espère en vivre encore beaucoup plus de saisons encore avec eux, ne serait-ce que 5, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui, en tout cas. J'aimerais ajouter également quelque chose, c'est que la concurrence saine entre les deux. Moi, je dis c'est une concurrence. Quoi qu'on dise, c'est une concurrence saine parce que tout le monde se dit j'ai envie quand même de dépasser l'autre. Oui, une motivation qui ne dit pas son nom. Une motivation qui ne dit pas son nom a permis à ces deux-là d'aller encore de l'avant, d'aller chercher au tréfonds d'eux-mêmes pour se surpasser. C'est qu'à la base, il y a le talent, mais maintenant, il va falloir se surpasser pour aller au-delà. Et cette concurrence saine, pour moi, a aidé véritablement ces deux garçons. Du travail, de l'ambition. C'est vrai, je suis d'accord avec Fifi que cette concurrence a aidé ces deux-là à aller encore plus loin, mais c'est parce qu'ils sont au-dessus des autres, ils ont ce que les autres n'ont pas. À la base, c'est ce qu'elle a dit. Selon vous, pour terminer, quelque chose de plus. Aujourd'hui, on annonce des joueurs. Par exemple, quand Dybala est arrivé, on se dit c'est l'autre qui peut être à la hauteur de Messi, mais à la fin, Neymar est cité par là, et d'autres joueurs également. Toujours pas fait ce que ces autres font, alors qu'ils ont la motivation de voir Cristiano Messi devant les poursuivre pour aller plus loin, mais ils n'y arrivent pas. Donc, c'est quand même compliqué. Le Real et le Barça aussi ont contribué à cela. Exactement, parce que c'est deux grands clubs au monde. Franck Mouyama a dit quelque chose de très important, c'est plutôt Roméo. L'hygiène de vie. C'est très important dans la carrière d'un joueur. Regardez par exemple Cristiano, pas de tatouage, rien du tout. C'est quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, qui ne fume pas et qui boit juste de l'eau ou bien du jus. Voilà. Donc, mais il a autant de millions d'euros pour pouvoir s'en offrir. Tellement de millions d'euros. C'est quelqu'un qui est généreux, j'allais dire. Messi, c'est le talent. Il est venu avec. Cristiano, c'est le travail. C'est ça. C'est un homme travailleur. Il est arrivé à travailler et à suivre le rythme de Messi ou bien les deux de l'un et de l'autre. Vous parliez tout à l'heure de génie du football. Messi et Cristiano sont des pilotes. Vous parlez d'hygiène de vie. Il y avait quelqu'un qui on aurait aimé voir aussi longtemps au sommet du football mondial, mais ça n'a pas été le cas Ronaldinho. Voilà quoi, il y a un super documentaire sur le joueur avec RMC Sport. L'hygiène de vie. Ah oui, c'est l'hygiène de vie justement parce que c'est quelqu'un qui aimait aller faire la fête et puis juste derrière également venir éblouir tous les spectateurs. Alors, on va remonter cette fois-ci le générique de Première Ligue et nous enchaînons justement avec le championnat d'Angleterre. English Premier League News. On va d'abord parler de ce match fumant entre Manchester United, Romeo Yetor face à Liverpool. On parle de derby déséquilibré. Vous êtes de cet avis ou vous avez un autre commentaire ? On sait que ce derby entre Manchester et Liverpool fait trembler l'Angleterre et tout le monde entier d'ailleurs. Mais aujourd'hui, sur papier, c'est un derby qui n'a plus son sens en tant que tel. Quand on voit le parcours des deux clubs cette saison, Liverpool qui est resté sur 8 matchs sans défaite, pendant que Manchester City a connu déjà Manchester United, a connu déjà 2 défaites face à des clubs qui ne sont pas aussi huppés dans la Première Ligue. On se demande si ce derby va réserver encore cette saveur-là. Manchester United aujourd'hui, cette équipe est diminuée. Vous la trouvez faible ? Oui, faible par rapport aux résultats des Red Devils. Je pense que cette équipe-là est diminuée et elle n'est pas aussi aidée par certains joueurs, en l'instar de Paul Pogba, blessé depuis là, et l'équipe est restée orpheline, je peux le dire, parce que avec l'arrivée de Ole Gunnar Solskjaer, on a vu un autre joueur, Paul Pogba, qui arrive à faire la différence dans des matchs aussi importants, et Manchester United à l'époque avait enchaîné des victoires. Mais juste après, voilà Paul Pogba qui revient à son ancienne habitude, et il s'est blessé, et Manchester qui souffre. Martial aussi entre-temps a contracté une blessure, heureusement qu'il est revenu à l'entraînement. Je pense que Manchester United sur le papier ne fait pas le poids face à Liverpool aujourd'hui, qui a une équipe assez monstrueuse, qui est capable de balayer tout sur son passage, fait 8 sur 8 en Première Ligue. Attention. Et peut-être le 9 sur 9 en point de mire, Ezekiel.
Ça vous fait sourire. Hein. Oui. C'est une saison quand même, ou un début de saison compliqué pour Manchester United. Oui. C'est une équipe qui n'a plus d'âme, on dira. Et Solskjaer, oui, on croyait qu'il allait apporter ce qui manquait à cette équipe. Mais lui-même ancien joueur du club. Oui, parce qu'il connaît, il connaît assez bien ce club-là. Et on se souvient encore de ce but en 1999 pour offrir le titre à Manchester United. Mais malheureusement, c'est un Manchester United moribond, un Manchester United qui souffre énormément, qui a du mal à asseoir le jeu. Ça manque de philosophie. On ne sait même pas. Il n'y a pas de conviction. Il n'y a pas de conviction. Tout manque à cette équipe. On se disait peut-être que sa jeunesse allait jouer à son avantage, mais malheureusement, cette jeunesse joue plutôt contre Manchester United à la fin. Donc, je ne pense pas que c'est le derby qu'on aurait, ou ce choc qu'on aurait espéré dans cette première ligue. Vous voyez Liverpool gagner ? Oui, mais le football étant ce qu'il est, il peut avoir un électrochoc qui permettra à Manchester United, peut-être plus motivé que Liverpool sur ce match-là, de nous offrir une autre rencontre. C'est ce qu'on espère d'ailleurs. Franck Nuyama, on sait très bien que Solskjaer a signé pour 3 ans. Il doit forcément gagner parce que c'est Liverpool qui reste le rival le plus coriace pour United. Parce que quand on rentre dans l'histoire, United a 20 titres. Liverpool en a 18. Et oui, et sur ce et le dernier de Liverpool remonte à 90. Voilà, sur ce plan-là, Manchester United n'a jamais accepté de voir Liverpool revenir à son niveau. Exactement. Donc il y a déjà ce duel-là qui existe. Et voilà pourquoi d'ailleurs Manchester United a préféré que City gagne le titre la dernière fois que Liverpool. Donc sur ce match, moi je ne parlerai pas de derby, il n'y a même pas de choc. Au vu de ce que Manchester United réalise cette saison, c'est rien du tout. Ça, c'est devenu un club ordinaire, alors que Liverpool marche sur l'eau. 8 matchs, 8 victoires, 24 points. Il n'y a pas mieux à faire. 15 points entre les deux clubs. Entre les deux clubs. Donc, je pense qu'il y a un gouffre entre les deux, comme vous le montrez par les statistiques. Et je pense que c'est un match qui est à l'avantage des hommes de Jürgen Klopp. Les Lingard, les Rashford, les Maguire qui sont arrivés n'arrivent pas à relever ce Manchester-là. Je pense qu'il y a un problème à corriger parce que là, Manchester, comme on a l'habitude de le dire depuis le début de la saison, n'est plus, on va dire, un paquebot, mais juste une pirogue. Il va falloir relever ce club-là parce que ça ne ressemble vraiment pas à la carrure de Manchester United. Je pense que c'est un match déséquilibré. Ce qui est quand même curieux, c'est que Sir Alex Ferguson participe à tous les matchs, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, il se fait ce plaisir. Vous le voyez encore ce week-end-là en tribune? Bien sûr, il sera là puisqu'il a l'habitude de venir. Ne va-t-il pas se faire plus mal quand il va voir son équipe perdre face à Liverpool peut-être? Tu disais tout à l'heure que Liverpool est un adversaire coriace, mais moi je dis qu'aujourd'hui tous les adversaires de Manchester sont difficiles à jouer pour Manchester. Donc c'est devenu tellement compliqué et pour les Red Devils qu'on se demande comment ils vont faire pour pouvoir battre cette équipe de Liverpool. C'est vrai que le football étant ce qu'il est et que sur 90 minutes tout peut se passer, d'accord, mais quand on voit dans le rétroviseur, on voit à peu près tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, 15 points d'écart entre les deux, l'effectif de Manchester United n'a rien d'extraordinaire, peut-être à part Maguire qui est arrivé et Pogba, les autres, même Rashford, les autres, pour moi, ce ne sont pas des joueurs de carrure à rivaliser, par exemple, avec Mané, Sadio Mané. Voilà, donc pour moi, et puis l'équipe de Liverpool est tellement engagée et puis déterminée à gagner le championnat cette saison que je ne pense pas que ce soit Manchester qui a... Et comme ça ne suffisait pas, Manchester sera également privé non seulement de Pogba, mais aussi de De Gea. De Gea, oui, le fameux gardien de cette équipe qui a prolongé. Entre-temps, on rappelle que le match a lieu dimanche à partir de 15h30 temps universel. C'est Manchester qui reçoit à Old Trafford Liverpool. On suivra également demain samedi Everton face à West Ham United. Chelsea accueille au Stamford Bridge Newcastle United. Duel entre Tottenham et Watford United. Leicester accueille Burnley. Brighton est du côté d'Aston Villa et puis Manchester City rend visite à Crystal Palace. Attention aux Eagles qui peuvent faire mal aux hommes de Pep Guardiola. Le frein et nous parlons de Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga.
Alors, Friends, Nunyama, il y a un duel qui nous entend, c'est le duel des Borussia Mönchengladbach, leader face à Dortmund. Oui, Dortmund contre Mönchengladbach, c'est pour le compte de la 8e journée et ce match a lieu justement demain. Les deux Borussia vont se rencontrer et là, Dortmund qui contrôlait le championnat depuis le début à un moment donné a dégringolé. Aujourd'hui, n'est plus dans le top 5 quand même. Oui. C'est un club qui est classé désormais 8e face au Borussia Mönchengladbach qui est le leader surprise de cette compétition, on va dire. Donc, il faudra quand même dire qu'il y a match. Peut-être la revanche, le déclic à la maison pour les jaunes et noirs. Mönchengladbach ne sera pas facile à battre. C'est un club difficile à jouer. Donc, il y a match entre Dortmund et Mönchengladbach. Toujours pour samedi, on aura ce match entre Leipzig et puis Wolfsburg. C'est un match presque équilibré parce que c'est une rencontre entre le 4e et puis le 2e au classement. Wolfsburg, 14e, joue contre le Bayern de Munich, 3e. On peut dire que c'est un peu déséquilibré, mais attention, on pensait que le Bayern devrait battre Hoffenheim la dernière fois, mais ils ont été surpris. Donc attention à ce match entre Wolfsburg et puis le Bayern de Munich. Werder, 11e, reçoit Hertha, 10e. Là également, c'est un peu équilibré. Il n'y a pas trop d'écart entre les deux. Düsseldorf joue contre Mayence. Union de Berlin, qui est 16e, donne rendez-vous à Fribourg, 5e. Voilà pour ce qui concerne les matchs de samedi. Dimanche, il y a 2 matchs à suivre. On a Cologne face à Paderborn. C'est les 2 derniers au classement, 17e et 18e. Offenheim, 12e, reçoit Schalke. Nulfir, 6e. Et puis, ça commence cette 8e journée dès ce soir avec le match entre Francfort et le Bayer Leverkusen. Et la réalité du côté de la Bundesliga, c'est que Robert Lewandowski est loin, très loin devant les autres buteurs. 11 réalisations pour lui, mais ceux qui suivent n'ont que 5 dans leur escarcelle. Robert Lewandowski, c'est un joueur super que le Real a voulu prendre, mais ça n'a jamais été fait. File donc Réa Nunyama, on se dit à lundi pour les résultats de la Bundesliga et cette fois-ci, direction le pays où le drapeau est jaune et rouge. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la crecida de Casemiro. Alors, nous parlons de la Liga espagnole avec vous, Señor avec l'Atlético de Madrid qui accueille Valence. Un match intéressant à suivre. Hein. Oui, un match intéressant à suivre. On sait que les Colchoneros, chaque année, font partie des favoris pour le sacre. Oui. Mais cette saison, oui, Atlético... Ça peine à vraiment démarrer. Voilà, justement, on sait que c'est un peu compliqué pour les Colchoneros depuis les départs de quelques ténors. Exact. Mais bon, le club est là, il assure, au moins il est sur le podium, c'est l'essentiel. Maintenant, gagner ce match, c'est important pour Atlético Madrid parce que le Real et le Barça progressivement arrivent à retrouver leur vitesse de croisière. Donc, des matchs à ne pas perdre. Je pense que Atlético est bien conscient de la situation. Alors, cette 9e journée du championnat s'ouvre ce soir avec Grenade face à Osasuna. Grenade qui nous a servi une très belle surprise face au FC Barcelone. Exactement. Mais attention, le Real Madrid a ramené cette équipe sur terre. Je pense que ça va être un match aussi intéressant entre les deux clubs. Oui. Demain, samedi, voilà le FC Barcelone qui est en déplacement chez Eibar, qui occupe la 14e place dans le classement. C'est un adversaire de moindre taille pour les Barcelonais. Mais à prendre au sérieux. À prendre au sérieux, justement, jamais. parce que le Barça, c'est une équipe qui a 2 visages cette saison. Ça. Messi qui a profité de cette large victoire du Barça face au FC Séville 4-0 pour ouvrir son compteur but. J'espère que ça va être le cas pour le Barcelonais face à Eibar. Atlético Madrid-Valence, on le disait. Entre-temps, maintenant, le club de notre compatriote Jane Taconam, Getafe face à Leganés. Getafe qui doit faire beaucoup attention cette saison. C'est vrai que le club est sur 2 tableaux. Peut-être que ça agit sur la performance des joueurs. Getafe reçoit donc Leganés. Mallorca contre Real Madrid, le leader Real Madrid est en déplacement. Dimanche, on va suivre Alaves Celta Vigo, Real Sociedad Betis Séville. Villarreal se rend chez Espanyol Barcelone, Athletic Bilbao contre Valladolid, FC Séville face à Levante. Muchas gracias, Roméo Yetor. On parlait tout à l'heure du Real Madrid. Précisons que c'est un leader invaincu. Oui, pour l'instant. Oui. Ah oui, pour l'instant. Pour les Madrilènes qui nous écoutent. Déjà 2 défaites pour le FC Barcelone. C'est trop, hein. Voilà qui est dit.
Le front, cette fois-ci le pays d'adoption de Cristiano Ronaldo. Tutto Calcio Italia. Ah oui, le championnat également reprend du côté de l'Italie après la trêve internationale. Des nouvelles de la Juventus? Oui, je rappelle qu'en Italie, on a aussi un leader invaincu. La Juventus Turin. Intéressant. La Juve, justement, qui reçoit Bologne pour cette 8e journée. Oui. C'est vrai que la Juve est très bien classé, largement favori pour ce match face à Bologne. Mais pour Cristiano Ronaldo, ce sera également l'occasion de marquer des buts, puisque devant, il y a Ciro Immobile qui est loin avec 7 buts, exact, alors que Cristiano n'en a que 3. Donc, il va falloir se mettre au travail et marquer des buts s'il veut finir en tête des buteurs cette saison. Alors, le gros match de cette 8e journée oppose la Lazio à l'Atalanta Bergame. C'est le match entre le 3e et le 6e, et c'est également le choc entre les deux meilleurs buteurs de ces championnats, Ciro Immobile et Duvan Zapata, qui seront donc face à face dans ce gros choc. Et puis le Napoli reçoit le Hellas Vérone. Ce sont les 3 matchs à suivre samedi. Et puis dimanche, pour la suite de cette 8e journée, l'Inter Milan, le dauphin de la Juve, se déplace sur la pelouse de Sassuolo. La Sampdoria de Gênes accueille l'AS Rome. Udinese reçoit Torino. Spal Ferrara jouera en déplacement à Cagliari. On espère qu'il n'y aura pas de cris racistes cette fois. Et puis Parme a rendez-vous avec Genoa. Le Milan C, pas en forme avec son nouvel entraîneur, recevra donc Lecce. Et puis en clôture de cette 8e journée, lundi, Brescia accueille la Fiorentina. Brescia de certain Mauro Balotelli. On va s'intéresser au cas Romelu Lukaku. Est-ce que pour l'instant, il n'arrive pas à s'adapter à la Serie A, quand on sait que la dernière fois, Antonio Conte lui a demandé de travailler beaucoup plus devant les buts? Oui, il est arrivé à l'Inter Milan pour marquer des buts, c'est clair, c'est pour ça qu'il est là. Pour l'instant, c'est pas encore le Romelu Lukaku qui peut quand même faire gagner le championnat et la Ligue européenne des champions à l'Inter Milan, même si il est arrivé à marquer quelques buts pour cette équipe. Lukaku a marqué 3 buts jusque-là en championnat, quand on sait que le leader des buteurs au classement des buteurs en a 7. Donc Lukaku, oui, avec un penalty en plus. Donc il doit marquer des buts. Conte le sait, il lui a demandé de travailler encore plus devant les buts. C'est vrai que le jeu de l'Inter devrait lui permettre de marquer des buts, parce que dans ce jeu, on joue sur les flancs, il y a des centres, on sait que c'est un joueur très bon de la tête. Et puis son jeu de fixation, il arrive quand même à le faire. Mais pour l'instant, c'est pas encore cette réalisme qu'il faut pour permettre à Lukaku d'être devant. Mais je pense que ça peut venir. Il aura juste besoin d'un peu de temps d'adaptation. Mais pour l'instant, je pense qu'il a la confiance de l'entraîneur, même si la concurrence est là avec un certain Lothar. Il doit perdre quelques kilos. Franck, avant Fifi. Lukaku, par exemple, c'est un joueur de fixation. Il n'est pas technique. Il a besoin qu'on lui mette le ballon. Il faut travailler pour lui. Pour lui. Donc, dans le Calcio, c'est très serré, très 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 difficile de passer les défenseurs. Donc, il a besoin de temps, comme le dit Ezekiel, pour pouvoir intégrer véritablement, pour comprendre le jeu ou bien le Calcio. Mais l'entraîneur, il a quand même les qualités pour s'en sortir. Justement, il a la puissance, il a, on va dire, cette façon de faire la différence avec aussi son jeu de tête. Voilà. Donc, mais Conte lui fait confiance et on espère pour lui que ça ira. Fifi? Oui, tout juste ajouter qu'il ne faut pas trop lui mettre la pression aussi. Il vient d'arriver en début de championnat et il lui faut un temps d'adaptation, comme viennent de dire les autres, en lui mettant un je ne parlerai pas de pression non plus, mais c'est indirectement une forme de pression pour lui rappeler que tu es là pour marquer des buts et que tu es à 3, il y a déjà quelqu'un qui est à 7. Mais je crois en ce garçon, vu tout ce qu'il a fait avec Manchester United et ce qu'il fait également en équipe nationale avec la Belgique, je me dis encore un peu de temps d'adaptation et il pourra faire de grandes choses et il a les talents pour. En tout cas, Romelu Lukaku a su de très je disais qu'il doit perdre quelques kilos. Ah oui, bien sûr, n'est-ce pas? Comme Eden Hazard.
Puis il faudrait que les autres aussi s'adaptent à son système de jeu. C'est important avoir une certaine complémentarité au niveau de l'attaque interiste. Grazie mille, Ezekiel Ayataï, pour toutes ces informations concernant le championnat d'Italie. Cette fois-ci, direction l'Hexagone. Monaco, le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. L'information qui est tombée pas plus tard qu'hier soir, c'est le trophée de meilleur joueur du mois de septembre attribué à Victor Osimhen de Lille. Oui, c'est une satisfaction pour le joueur, peut-on dire. C'est une satisfaction pour le joueur qui est arrivé de la Belgique. Ouais. Logique. Oui, par rapport à tout ce qu'il fait depuis le début du championnat. Il était arrivé pour remplacer Pépé à Lille. Et je crois qu'il le fait de la plus belle des manières. Avec 7 buts marqués déjà en 9 journées de championnat. C'est énorme pour ce garçon qui n'a pas eu besoin de temps d'adaptation pour enfiler les buts. Donc, c'est mérité pour le Nigérian. Le championnat belge et la Ligue 1 française, c'est pratiquement la même chose. Vous pensez le jeu de prodige n'est pas aussi là. Mbappé n'est pas là, donc il faut en profiter. Il faut en profiter pour l'instant, en attendant le réveil de peut-être Mbappé, de Neymar, de Cavani. On attend de voir. Voilà. Roméo, sur le cas Osimhen, c'est un phénomène quand on le voit jouer. Oui, j'ai l'impression que Lille favorise cette éclosion des joueurs qu'on ne connaît pas. Parce que le cas Nicolas Pépé est là, et puis lui aussi, il arrive à faire de très belles choses avec Lille. C'est bien parce que la Ligue 1 Conforama... C'était pareil pour Eden Hazard. Exactement. Oui, avec un peu d'effort, on arrive à vous dénicher rapidement. Je crois que c'est une compétition, bien une ligue favorable aux jeunes talents. Et réputé difficile, quand vous vous approchez de ceux qui ont une fois joué en Ligue 1 française, ils vous diront que c'est pas un championnat facile comme on le dit là, souvent. Quand vous voyez les jeunes partir de la France vers l'Angleterre, il y a plusieurs qui arrivent à éclore hors de la France, et on se demandait pourquoi ce n'était pas le cas quand ils étaient en France. Exactement. Et ça peut expliquer aussi le fait que ça soit un championnat un peu difficile. Franck Lunyama, votre avis sur un Nigérian, actuellement meilleur buteur du championnat, un Africain bien sûr, c'est entre guillemets. Oui, vous parlez de Victor Osimhen de Nigeria. Oui, c'est un joueur qui surprend, en tout cas depuis la fin de la saison dernière. Oui. Et vous savez aussi que Christophe Galtier, c'est quelqu'un qui arrive à déceler des jeunes talents, à les propulser. Je pense que ce joueur s'est bien intégré, il fait bien les choses, il a la puissance et puis il est opportuniste. Donc aujourd'hui, il fait, on va dire, bien les choses du côté de Lille, et ça fait bien pour ce club-là qui, malheureusement, en Ligue des Champions, pour l'instant, ne se retrouve pas et qui est un peu en retrait en championnat. C'est pas ce qu'on a vu la saison dernière. 5e pour le moment. Oui, c'est pas encore trop de décalage, mais on espère que le Nigérian va enchaîner les buts pour permettre à Lille de pouvoir se faire respecter et être dans le top 3 encore. Et il faut rappeler qu'Osimhen succède à Eduardo Camavinga, le très jeune joueur de Rennes. Quand vous le voyez jouer, c'est un bambin. Qui a fait mal au Paris Saint-Germain. Vous avez gardé de très très bons souvenirs. Avec un pied gauche extraordinaire. Exactement. On va parler d'une autre information. C'est celle de Rodi Garcia qui arrive à Lyon. Vous êtes surprise ou Un peu surprise parce qu'il venait à peine de quitter la Ligue 1, de quitter Marseille. Je ne m'attendais pas à le retrouver de sitôt. Surtout à Lyon. Mais bon, pour moi, ce n'est pas un mauvais choix. C'est mieux pour moi que Laurent Blanc qu'on voulait. Vous pensez ? Ça, c'est mon avis. Oui, on le respecte, votre avis. Avec Marseille, il a quand même essayé. Il faut dire qu'il n'avait pas l'effectif aussi à son actif. Mais je crois qu'il est quand même capable de relever le défi. Et quel est votre avis sur le cas Rodi Garcia à Lyon ? C'est un tacticien, il peut réussir à Lyon parce qu'il a les joueurs qu'il faut. Lyon a un très bel effectif, donc je pense qu'il peut réussir. Maintenant, c'est un entraîneur ou c'est un homme qui n'a pas sa langue dans la poche. Et Rudi Garcia avec Olas, c'est un cocktail Molotov, je le dis. Ça finira peut-être par exploser ou pas, on attendra de voir. Mais c'est sûr qu'il ne va pas caresser Rudi Garcia dans le sens des poils. Donc je crois que ça ne va pas être sur le plan de la communication. Peut-être on aura un feuilleton Rudi Garcia
Aulas. Si les choses marchent, peut-être, voilà. Mais si, au cas où ça ne marchait pas, je pense qu'on aura à vivre un joli feuilleton. En tout cas, il est attendu sur son premier match. Roméo, après, ce sera Franck, oui. C'est ce que moi aussi je crains. Parce que le premier adversaire de Rudy Garcia, c'est son président. On sait qu'Aulas aime toujours prendre le devant. Oui. Je pense que Rudy Garcia est arrivé à Lyon pour mettre de l'ordre dans le vestiaire parce que ça ne marche plus tellement avec cette équipe on a trouvé l'année dernière et cette année cette équipe peine à décoller en Ligue 1. C'est pas bien pour Lyon qui peut être l'adversaire direct du Paris Saint-Germain. Et puis Garcia, je pense que c'est un entraîneur qui est vraiment prêt à assurer le rôle qu'on lui confie donc à Lyon. Maintenant, ça va dépendre également de la conviction de ces joueurs-là. Et après 2 matchs, s'ils n'arrivent pas à gagner des rencontres, je pense que ça va parler, puisque les supporters lyonnais ne sont pas du tout d'accord avec Aulas, le fait de faire venir Garcia sur le banc lyonnais. En tout cas, Rudy Garcia a été champion de France avec Lille, on se rappelle, en 2011 avec en son sein un certain Eden Hazard. Oui, Franck Lunyama, vous voulez dire quelque chose concernant Rudy Garcia? Sa venue, c'est une surprise, puisqu'au départ, il ne faisait pas partie des entraîneurs cités. Exact. On parlait de Laurent Blanc, on parlait de José Mourinho, de Rémi Gard. Voilà, Rudy Garcia n'en faisait pas partie. Mais là, il est arrivé. Je pense qu'il est nettement mieux que Silvinho, parce que sur le plan expérience, il a du vécu. Il a fait l'AS Rome avec un record qui laisse 10 matchs sans défaite là-bas. C'est vraiment quelque chose d'important. Aujourd'hui, Rudy Garcia, c'est la 2e fois qu'il prend un club en cours de saison après Marseille. Ce n'est pas souvent facile parce que il y a beaucoup de choses à relever. Il faut sortir les joueurs d'un doute qui s'est installé. Et ce n'est pas souvent facile. 7 matchs sans victoire pour Lyon, mais c'est assez grand. Il va falloir faire la différence dès le match contre Dijon. Et là, c'est vraiment une pression sur les épaules de Rudy Garcia. Mais il en a l'expérience. Il va falloir gérer tout ça. Mais comme Ezekiel l'a dit, ce mélange-là risque d'exploser un matin. Quand je vois Jean-Michel Aulas qui vient animer lui-même une conférence de presse entouré de son directeur sportif et de l'entraîneur, il faut imaginer ce qui va se passer. Donc là, je souhaite vivement à Rudy Garcia de pouvoir tenir et de conduire Lyon à bon port. Fifi, on va s'intéresser au calendrier de la Ligue 1. Oui, ça commence dès ce soir avec Nice-PSG. Et le PSG qui se déplace à Nice, ça sera un peu compliqué. Vous savez, Neymar qui est encore blessé. Et ce sera pour un mois. Et puis là, ce n'est pas tout le problème. Gana Gueye aussi blessé. C'est aussi ça la surprise quand même. Il s'est blessé à l'entraînement. Il s'est beaucoup donné ces dernières semaines. Il semble que pour lui, c'est quoi? Quelques jours, maximum 15 jours, il va revenir. On espère qu'il reviendra très vite. Mais aussi parce que le PSG, Tourelle parlait du match de vendredi. Parce que vous savez qu'au sein du Paris Saint-Germain, plusieurs sont des internationaux qui sont partis en équipe nationale et qui sont peut-être à peine revenus. Et ce qui fera peut-être qu'on va changer beaucoup l'équipe par rapport à ce match-là. Maintenant, ils comptent sur ceux qui n'étaient pas en équipe nationale là, pour relever les défis ce soir. Cavani et Mbappé devaient faire leur retour. En tout cas, dans le groupe. On attend de voir. Dans le groupe qui se déplace. Ah oui, la dernière fois que les 3 ont joué ensemble, ça remonte à janvier 2018. C'est quand même lointain. Bientôt 2 ans. Ah oui, c'est énorme. C'est énorme quand on sait qu'ils ont été recrutés pour remporter la Ligue des Champions avec le club francilien. Les matchs de demain, il y a Lyon, comme tu disais tout à l'heure, qui reçoit Dijon. C'est l'avant-dernier au classement. Ah oui, Rudy Garcia attendu. Attendu sur ce match-là. Je crois que c'est un adversaire à la portée des Lyonnais. Mais connaissant une fois encore l'inconstance des Lyonnais, on peut encore émettre quelques doutes. J'ai Brest, Metz, Nantes, Nîmes accueille Amiens, Reims joue Montpellier, Toulouse reçoit Lille, Toulouse qui a changé aussi d'entraîneur. Antoine Comboiré qui est arrivé et puis qui est véritablement dans le doute également. Parce que ça fait un moment que Toulouse ne gagne plus. Ils sont relégables. Ils sont relégables. 18e.
Et voilà, 18e, ça fait un moment que Toulouse ne gagne plus. 2 petites victoires seulement pour Mathieu Dosselier et ses compagnons. En 9 rencontres. Puis le dimanche, il y a Bordeaux qui joue Saint-Étienne, Monaco reçoit Rennes et puis en clôture, Marseille reçoit Strasbourg. Marseille-Strasbourg. En tout cas, on suivra les performances de Lelo Motiba, le Sud-Africain. Jusque là, Marseille aura encore des joueurs qui ne sont pas aptes. Oui, mais Payet, est-ce qu'il sera de retour de suspension? Je ne pense pas. Il a pris 4 matchs. Également pour Camara aussi. Les deux, mais c'est compliqué quand ces joueurs ne sont pas là. En tout cas, les joueurs cadres de l'Olympique de Marseille, même si Mandanda ne peut pas tout seul faire l'affaire du côté de la Canebière. Merci beaucoup, Sa Majesté Fifia Sogbavi. Fini pour les majeurs. Nous remontons le générique PFE et derrière, nous parlons de l'Euro 2020 de football. Alors, nous enchaînons, Franck Lunyama, avec ce match, festival de buts entre la Bulgarie et l'Angleterre. 6 buts pour les Three Lions et puis derrière, des cris racistes, encore une fois. On a vu le président Gianni Infantino monter au créneau. Décidément, ils sont incorrigibles, ces pseudo-supporters. On n'arrive pas à juguler ce fléau. C'est ce qui est dommage. J'ai comme l'impression que on traite cette affaire à la tête du client. On ne prend pas les mesures qui s'imposent parce que ça continue et ça embête le football. Je pense que ce beau jeu n'a pas besoin de ça. Vous encaissez 5 buts à 0, oui, ben, c'est le spectacle en tout cas. Donc les Bulgares n'ont pas été fair-play, ils ont commencé par lancer des cris racistes et c'est dommage, c'est pas ça qui leur fera retrouver, on va dire, leur virginité au niveau du score. Oui, donc, je pense que c'est dommage et il faut prendre des sanctions assez fortes pour décourager ces genres de situations. C'est vrai que le président de la fédération bulgare a démissionné et l'entraîneur Balakov, lui-même ancien international, dit oui, il faut sanctionner, mais les faits restent à vérifier. Donc ça veut dire qu'il banalise un peu les choses. Je pense qu'il faut prendre des sanctions dures à l'endroit de ceux qui font ça et ça donnera des leçons. Et on a appris que sur les 5 personnes identifiées, il y a une qui a quand même pris une interdiction à vie de stade et puis 4 autres qui vont être auditionnées par la police et puis derrière les sanctions vont tomber au moins minimum 2 ans d'interdiction de stade. Et puis c'était la surprise, l'Ukraine qui bat le Portugal de Cristiano Ronaldo de buts à 1. Malgré le but de Cristiano Ronaldo. Oui, tout à fait. Je lui disais que ça va être un match piège pour les Portugais et l'Ukraine l'a si bien fait en battant le Portugal 2 buts à 1 à domicile. Je crois que les Ukrainiens se donnent maintenant plus de chances de qualification. Ils sont déjà qualifiés. C'est ça la surprise. Voilà, c'est le Portugal maintenant qui reste à prendre la deuxième place. Qui se met en danger. Voilà, qui se met en danger. Véritablement. Parce que c'est un match à ne pas perdre, un match nul. Arrangerait mieux les Portugais qu'une défaite. C'est la surprise. Je crois que l'Ukraine, peu à peu, est en train de redorer son blason. Et je pense que cette équipe, on va la retrouver à la phase finale. On aime bien cette équipe. Ah oui, l'équipe ukrainienne de football. Et curieusement, la Russie également a composté son ticket. C'est bizarre. C'est bizarre pour moi. Bon, quand la France, l'Allemagne sont toujours attendus. Et que ces équipes-là sont qualifiées, c'est quand même. En tout cas, c'est un pays qui a toujours disposé de très bons joueurs. La Russie, n'est-ce pas? Souvenez-vous de la légende de ce pays, Andriy Shevchenko. On parle d'autres joueurs qui sont vraiment intéressants. Donc, depuis l'organisation de l'Euro 2008 avec l'Autriche, cette équipe a disparu un peu. On a travaillé maintenant sur des jeunes qui prennent de l'expérience, qui reviennent au plus haut niveau. Et je pense que c'est bien pour cette équipe de l'Ukraine. Finalement, ça n'a pas été une surprise parce que l'équipe joue au football. On avait déjà vu l'Ukraine lors de l'Euro des jeunes. Oui, je pense qu'ils ont même été en finale. Ils étaient en finale. Donc ça veut dire qu'il y avait un travail qui se faisait déjà. Et c'est cette génération qui arrive maintenant à maturité. Donc c'est pas une surprise quand même de voir cette équipe se qualifier loin devant le Portugal. C'est quand même incroyable le nombre de points. Parce que ça fait quand même 19 points pour l'Ukraine alors que le Portugal en a 11. Et voilà la Serbie qui revient à 10 points. Donc c'est encore jouable. C'est encore jouable. Même si le Portugal n'est pas encore qualifié. Donc il va falloir se battre jusqu'au bout.
bout. Une sélection qui n'est toujours pas qualifiée, c'est la France de Didier Deschamps, qui a là, fait nul 1 partout face à la Turquie lundi. Oui, bon, on a parlé, on disait déjà lors du match aller, la France a été battue par la Turquie 2-0 et il fallait faire extrêmement attention. Moi, j'ai eu peur pour eux pour le match de l'Islande, surtout en Islande. C'était difficile. Hein? C'était difficile, mais ils ont quand même eu les 3 points maintenant à domicile. Il fallait tout simplement gagner ce match pour se qualifier. Oui. La France a mené, mais à la fin s'est fait rattraper. Maintenant, je peux mettre tout cela sur le compte des absences parce qu'il y en avait eu beaucoup au cours de cette rencontre du côté de la France. Mais au finish, c'est la France qui n'a pas pu se qualifier. Absolument. Mais je ne pense pas qu'il y ait péril en la demeure. Ça va se faire prochainement. Bon. Et puis rappelons qu'il y a l'Espagne, la Pologne, l'Italie, la Belgique, d'Eden Hazard, la Russie et puis l'Ukraine qui ont déjà leur ticket pour l'Euro 2020 pour la France. Ce sera l'occasion peut-être le 14 novembre prochain face à la Moldavie. Ça va. Bon, de toute façon, la Moldavie, voilà, c'est ça. La Moldavie, c'est pas le dernier au classement. Oui, mais je pense au classement dans cette poule. Bon, de toutes les façons, Giroud et ses compagnons vont faire la France va se qualifier, la Moldavie n'aura rien. C'est ça. La Moldavie a 3 petits points dans ce groupe. Donc, Voilà qui est dit. On va désormais remonter justement les génériques et cette fois-ci en parlant du terme sportif. Alors, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes toujours dans Plateau Foot Europe, le numéro 591. Et pour boucler cette émission, nous parlons du terme sportif. Professeur Franck Nounyama, nous sommes tout de Voilà, le corner. Le corner, d'abord, c'est un terme anglais. On parle de quick corner. Et que les Français ont transformé corner ou bien le coup de pied de coin. Et c'est relatif à la loi numéro 17 de l'International Football Association Board, l'agence ou bien l'instance qui supervise tout ce qui est relatif au football dans le monde. Donc le corner, c'est quoi? Il y a corner quand l'équipe défendante est la dernière à toucher le ballon avant que cela ne franchisse la ligne de but. Et le corner, comme on le dit, va être joué dans le coin. Il est mis dans l'arc. Vous allez voir souvent les joueurs le mettent aussi sur la ligne. Et ça fait partie de l'arc. Parfois, on a l'impression que le ballon n'est pas dans l'arc de cercle, mais juste quand ça touche la ligne de l'arc, c'est déjà bien. Donc, le corner est accordé à l'équipe qui vraiment met la pression et que l'équipe défendante est la dernière à toucher le ballon qui franchit la ligne de but. Le corner se joue là où le ballon était le plus proche du drapeau de corner. Donc voilà tout ce qu'on peut dire par rapport à ce terme corner. Et pour être plus bref là-dessus. Voilà. Et pour aller un peu plus loin, il y a certains spécialistes qui marquent des corners directs, soit surtout rentrants. Et il faut être vraiment avoir des dimensions techniques assez intéressantes pour pouvoir marquer directement sur corner. C'est arrivé plusieurs fois dans des matchs avec des joueurs qui ont des coups de patte assez intéressants. Et voilà. Franck a lâché un mot. Quick corner. Oui, quick corner, c'est en anglais. C'est anglais. Quick. Et c'est ce que Alexander Arnold a joué. Oui, parce que ça a été voilà quoi, assez particulier. Ce coup qui a fait très mal au Barça. Très mal. Jamais aux fans du Barça, ils vont jamais oublier. C'était le quatrième. Le quatrième. C'était vraiment un quick corner. Ezekiel, vous êtes méchant, quoi. Vous êtes vraiment méchant. Mais également, il y a une autre forme de corner, le corner à la rémoise. Elle est aussi intéressante, Franck Nounyama. Souvent, vous voyez le joueur qui dépose le ballon dans l'arc du cercle et qui, un coéquipier vient, il fait appel et puis il lui donne le ballon. C'est comme le corner qui est tiré en 2 temps. Voilà. C'est ce qui est appelé le corner à la rémoise. À la rémoise, qui a été, on peut dire, inventé par le club de Reims en France. En tout cas, je pense que c'est bon. On a appris quelque chose de pourquoi on lui a donné le nom de corner à la rémoise. Merci beaucoup, professeur Nounyama, pour toutes ces informations. Bon à savoir. Alors, on va se faire un plaisir pour dire bonjour aux inconditionnels de cette émission partout où vous trouvez, que ce soit aux États-Unis, en France, en Belgique. Vous nous écoutez via le www.radiosportfmtg.com et également ceux qui sont sur la bande FM à Lomé et partout ailleurs au niveau de la région maritime et autres. Ezekiel, on va commencer avec vous pour dire bonjour. En attendant, Gildas va nous trouver un petit son là pour pouvoir dire bonjour aux uns aux autres. À vous.
Ezekiel. Je dis bonjour aux frères Kwakpabia, Nimon et Anissa. Bonjour à Elliot Mablé, à Joujou, Tété Aloté, alias Danga. Bonjour également à toute l'équipe de Diesel FC et à l'équipe de Mouzou FC. Voilà, je n'oublie pas tous ceux qui aiment cette émission Plateau Photo. La question de savoir, vous continuez à jouer au ballon ou vous êtes devenu coach aujourd'hui dans vos équipes? Je fais partie du bureau. Donc, voilà. Du bureau de Mouzou FC. Roméo Yétan. Alors, mes salutations à la communauté belge ici au Togo et à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. Je suis fier de cette équipe belge avec pas mal d'Africains. En tout cas, on aura le temps de les inviter en studio pour parler du football belge, pourquoi pas. Allez, bonjour également à toi, Deladov. Ah oui, Franck Nounyama. Oui, bonjour à tous ceux qui sont des inconditionnels de cette émission. C'est grâce à eux que nous arrivons toujours à continuer. Excellent week-end à eux. Fifi Asogbavi. Oui, bonjour et bon week-end à tous ceux qui ont l'habitude d'écouter cette émission, surtout les dames. J'espère que vous n'avez oublié personne. Un ancien joueur de... Ah, il est là. Le mancunien. Au moment où on l'attendait, il n'était pas là. Donc, on salue au passage Joël Aïe. Un coucou à Mobio d'Almeida. Mobio d'Almeida, ouais. On va peut-être s'écouter le son avant de pouvoir se séparer. On prend le temps également de saluer tous les fans de Manchester United et de Liverpool en commençant par Tao. On salue également Fabrice, Sewa, Charlinho, Julien, les deux Julien, Mousse, Augustin, Blackfic, Armel Waba, Désiré Koué, David Assibadi, Koudjouam Mekoudi, sans oublier Dagan de Madrid. Nous saluons également Noël de Souza. Et puis quoi encore, tous ceux qui nous écoutent sur Sport FM et tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE Sport FM. Bonjour également à toute l'équipe de Soli FC du côté de Redranawe. Bien sûr, on salue encore le président, le commandant Ananou. Merci Fifi. Roméo, mille merci. Allez, on se retrouve lundi. Ezekiel. C'est moi. Franck Nounyama. Angelo, merci. Merci d'être venu dans l'émission. On salue également Elom Adovan qui a pris tout le temps de réaliser la vidéo de cette émission retrouvée sur Sport FM, Radio Sport FM, tg.com. Merci également à Gédas Kaboré. À très très bientôt. On se dit super week-end sportif en compagnie des programmes de la référence sportive. À très bientôt.